Conte OTJ pour Herman et Erika, lu et écrit par Sébastien Fauvel. Vous pouvez soutenir la chaîne et l'auteur en achetant le livre Iya mes amours sur Amazon, seulement 5 €. Merci à vous et bonne écoute. C'est par une nuit comme une autre que cette histoire commence. Une nuit très claire, comme des dizaines d'autres. Balayée par une suréclatante lueur, un éclair fendit le ciel. Il était somme toute plutôt lent, dans les 100 000 km/h alors qu'il atterrit sur le sol. Dans un champ bien agencé, entretenu, qui faisait alors la fierté d'un paysan, le météore s'écrasa. Il projeta une importante gerbe de terre avant de finir son voyage. Le souffle de l'atterrissage s'étendit à plusieurs kilomètres à la ronde, comme une petite secousse sismique. Il fallait être sur les lieux pour comprendre qu'il se passait de l'inhabituel. Pourtant, le premier témoin était un simple lézard qui avait été projeté dans les airs et était retombé dans le cratère d'impact. Alors que des gaz violents s'échappaient, cette petite créature réussit à se dépêtrer de la substance extraterrestre dont elle était enduite en léchant une partie de cette matière légèrement collante, puis elle s'enfuit à travers champs. La première voiture ne tarda pas à arriver sur les lieux, mais c'est au petit matin qu'on put découvrir l'étendue et la beauté des dégâts. Les médias, dépêchés sur place, purent réaliser une prise de vue fabuleuse pour le régional puis pour le national, avec en premier plan, près du cratère, un fermier fou de joie, bien que son meilleur champ de maïs soit cassé. Tous les épis étaient pliés au sol dans un vannage mathématique emprunté à la physique, d'une beauté véritable. Le paysan faisait la une avec un bandeau de publicité fort à propos pour le pop-corn qu'il produisait. Il fallait dire que le bienheureux paysan avait reçu toute la matinée des propositions de plus en plus généreuses pour son rocher venu du ciel, tel une manne céleste. Pour couronner le tout, son assurance couvrait les dégâts de sa récolte. C'était peut-être cela le plus incroyable. Andrzej sortit dehors. Il partait battre la campagne, comme on dit. La ferme était vaste. Ses parents réglaient cette histoire de météore. Il passait son temps dehors à vagabonder avec sa fidèle amie, Pops, une chienne golden, jeune et joueuse. Il courait partout. Balle de tennis dans la poche, Andrzej lançait de plus en plus loin, et Pops se fit un plaisir de la ramener à son maître en un temps record. Cela, dans la folie douce du jeu. Après quelques lancers, ils arrivèrent dans le fief d'Andrzej, un assez grand bosquet où il avait déjà bâti quelques abris et cabanes de toutes sortes. Celle actuellement en cours était légèrement en hauteur. Toujours dans leur balade, lors d'un lancer, Pops s'arrêta un instant près d'un fourré et aboya doucement avant d'aller chercher la balle et de la ramener à Andrzej. Pops semblait intéressé et continuait de regarder dans la direction du buisson de temps à autre. Andrzej avait remarqué cela. Il savait qu'elle avait de l'instinct, pourtant il ne semblait rien avoir de particulier. Ils s'amusèrent encore un bon moment, et après un lancer, un animal sortit des herbes et se mit à courir en direction de la balle de tennis. Andrzej le vit. Cet animal se déplaçait vite, et il était déjà avec Pops près de la balle. Ils étaient contents, chacun remuait la queue. Andrzej ne connaissait pas cette espèce, c'était la première fois qu'il voyait ce genre de spécimen par ici. C'était comme un lézard au niveau des pattes et de la queue. Il avait des poils et de toutes petites oreilles. C'était surtout ses couleurs qui étaient étranges. Il avait une partie du museau rouge et bleu, et son pelage était comme celui de Pops, mais plus brillant et doré. Il faisait à peu près la taille du chien, mais était plus fin. Il semblait très joueur, et ses yeux naviguaient très vite dans ses orbites. Andrzej était un enfant, et s'il savait bien une chose, c'est qu'il ne savait pas tout. Il ne put se rendre compte que cette créature ne ressemblait à rien de pareil. Il ne voyait qu'un nouveau compagnon de jeu, et qui se révéla joueur. Pops lui donna du museau la balle de tennis et invita la bête à la ramener. Il aboyait doucement, et la créature essayait d'imiter Pops en faisant des petits couinements. Ski, ski, comme si elle essayait de japper. Elle semblait avoir compris Pops, car elle entreprit de se saisir de la balle dans sa gueule. Mais cela était difficile. Elle y parvint finalement, comme si sa bouche avait pour l'occasion grandi. Guidée par Pops, elle amena, par mimétisme, en bougeant la queue, la balle à Andrzej, mais n'osa pas trop s'approcher. Elle la déposa à quelques mètres. Andrzej, émerveillé, regardait la bête de plus près, mais elle n'avait visiblement pas de collier. Il prit la balle et la présenta aux créatures qui s'excitèrent directement, et il lança la balle. Ils partirent comme des flèches, et Pops récupéra le trophée plus vite, car la bête, qu'Andrzej décida d'appeler Suki, n'était pas aussi rapide. Le lancer suivant, Pops récupéra encore la balle en premier, mais laissa Suki la ramener à Andrzej.
Cette fois, Andrzej tendit sa main, Suki vient déposer directement la balle dans celle-ci, et Andrzej put même le caresser une bonne minute alors qu'il couinait pour signifier qu'il appréciait. Le temps passait et il fallait rentrer manger avant de se faire gronder une fois de plus par ses parents. Suki n'hésita pas à suivre Andrzej et Pops jusqu'à chez eux au ranch. Ils couraient comme des fous. Arrivé à la maison, Andrzej remplit la gamelle de Pops qui commença à manger immédiatement. Après quelques couinements, Pops releva la tête et poussa sa gamelle à moitié pleine vers Suki. Andrzej remarqua qu'il ne faisait que sentir sans rien manger. Il entra dans la cuisine et prit 2 pommes ainsi que le téléphone de sa mère. Il commença à croquer dans la pomme. Suki sembla intéressé. Il remuait la queue et bougeait la tête de droite à gauche, ce qui rendait vraiment bien sur la vidéo qu'Andrzej était en train de filmer. Il croqua un morceau qu'il jeta par terre, car même s'il aimait déjà beaucoup Suki, il ne ferait peut-être pas la différence entre le morceau de pomme et ses doigts. Suki commença à sentir le morceau de pomme, puis il le mangea sans plus de cérémonie. Andrzej vit la couleur de sa peau, d'habitude marron verdâtre, changer par flash pendant qu'il ingurgitait la pomme. Suki jappait couiné en tournant sur lui-même. C'était un festival. Andrzej continua à lui donner les morceaux de sa pomme. Quand il n'y en eut plus, Suki se dirigea de lui-même vers le second fruit qui était au sol et il se débattit. Ce n'est qu'avec l'intervention de Pops qu'il laissa Andrzej lui ouvrir le museau et avec un couteau, il coupa la pomme en 2 bouchées. On aurait dit qu'il mangeait par curiosité. Eh ben, t'as faim, on dirait. En mangeant, les poils de Suki s'étaient hérissés. Tenant le téléphone d'une main, Andrzej le caressa de l'autre et il se rendit compte qu'il perdait plein de poils. Pops commença à se désaltérer. Suki, sur ses talons, trempa son museau. Andrzej regarda la scène et put constater un curieux phénomène alors que Suki buvait. De la brume s'échappait de son dos. Il semblait avoir très soif car il but presque toute l'eau. Andrzej fut appelé de l'autre côté de la maison et il lui laissait là ses compagnons qui semblaient de toute façon partis pour faire la sieste. En arrivant dans la cuisine, Andrzej n'eut pas la moindre chance. Ses mains étaient sales comme d'habitude et en plus, il tenait, coupable, le téléphone qu'il n'avait pas le droit d'utiliser dans la main. Il n'eut même pas le temps d'en placer une et les adultes discutèrent tout le repas. Il fut même puni et dut rester dans la maison durant le début de l'après-midi à s'occuper du livre noir, son cahier de vacances. Il chercha Suki dans son livre sur les reptiles, mais il ne trouva rien d'intéressant. Quand il demanda quel lézard avait des poils, sa mère l'envoya sur les roses. « Cela n'existe pas, mon chéri. » Quand il eut finalement le droit de sortir, il partit presto dehors en chipant 2 pommes. Il siffla Pops, qui arriva en quelques secondes. Suki n'était pas avec lui. Andrzej questionna Pops avec des mots et des gestes, et elle guida Andrzej jusqu'à une grosse bête affalée qui dormait. Andrzej s'approcha tout doucement pour ne pas la réveiller, et il réalisa que c'était Suki. Ce n'était pas si évident, car il n'était plus le même. Il avait grandi. Il n'était pas comme ce matin. Il était 2 fois plus gros. Il avait perdu tous ses poils et ses pattes n'avaient plus de griffes. Elles se rapprochaient de sabots avec des coussinets comme les pattes des chiens. Il avait d'immenses yeux ronds, expressifs, qui couraient entre le bleu turquoise et le vert émeraude. Il avait des cils extrêmement longs, de vrais yeux de biche. Son regard était vif, mais endormi. Il regardait dans toutes les directions avec étonnement et curiosité. Sa queue était beaucoup moins longue, plus épaisse, et sa peau était à la fois tigrée et étoilée. Le plus amusant, c'était que quand il respirait, ses teintes de couleurs variaient. En s'approchant encore de Suki qui se tenait pelotonné, Andrzej se rendit compte que ses pattes bougeaient un peu alors qu'il dormait. Était-il en train de rêver ? Andrzej ne put s'empêcher de toucher sa peau et de le caresser. Suki ouvrit ses yeux et regarda Andrzej avant que sa tête ne s'illumine. Il commença à se mettre sur ses pattes, mais il lui fallut quelque temps avant de se réveiller complètement. Pops sautait partout. Andrzej n'en croyait pas ses yeux. Suki était super cool. Il n'arrêtait pas de bondir et Andrzej lui attrapa le cou. Il eut quand même un peu mal quand Suki lui marcha sur le bout du pied. C'était génial, et il rentra dans la maison annoncer la bonne nouvelle. Suki a grandi, Suki a grandi. Fou de joie, il s'empara à nouveau du téléphone avant même que sa mère ait pu le lui interdire. Pendant ce temps, Suki avait déjà mangé la première pomme qu'Andrzej avait négligemment laissée sur le muret. Il fut néanmoins en première loge pour filmer la seconde moitié du repas. Sur ses 2 pattes, Suki fit tomber le fruit et une fois au sol, il le goba entièrement, sans autre forme de procès. Alors qu'il l'avalait, sa tête changea de couleur un bref instant. Cette fois, Andrzej remarqua que ses iridations étaient les mêmes que celles qu'on observe lorsque de l'essence était dans l'eau, un éclat multicolore arc-en-ciel.
Après avoir mangé, Suki couina et Pops lui répondit en jappant gentiment. Il semblait content et Pops aboyait doucement, alors que Suki clignotait avec des bandes de couleurs qui semblaient exprimer son contentement. Il était magnifique. C'était comme si ces couleurs transcrivaient le sentiment de ceux qui l'entouraient. Andrzej fit quelques photos et rapporta le téléphone, sans être vu cette fois, puis, retrouvant Suki, il l'observa un moment, bien qu'il fût sûr que ce soit bien lui. Suki avait un comportement différent. Il était enjoué, certes, sa tête dodelinait et il marquait son intérêt. Cela ne laissait pas de doute sur son caractère joyeux, mais il était un peu pâteau, à la traîne. Comme si bouger ou s'agiter lui demandait plus de temps, ou qu'il fût devenu légèrement malhabile. Doublé de taille en quelques heures, c'était déstabilisant. Ils se mirent en route. C'était nettement plus amusant de se déplacer à trois et de redécouvrir le royaume du ranch de cette manière. Ils se rendirent au bosquet, où Andrzej prit un peu de hauteur dans sa cabane. Pops prit sa posture d'attente sur ses pattes arrière, et Suki en fit autant. Ainsi, sa tête était quasiment à la hauteur d'Andrzej. Celui-ci récapitulait la mission de jeu, les arrangements de la cabane et aussi l'approvisionnement. Il décida de partir au verger après quelques améliorations de la structure. C'était un peu plus loin, mais c'était très beau. Une fois arrivé, Andrzej ramassa une belle pomme tombée du jour et croqua dedans. La production de Red Delicious du ranch s'étalait sur plusieurs hectares et les serres attenantes concentraient la production de légumes comme les courges et les choux. Suki, proche d'Andrzej, mangea doucement la pomme qui lui tendit. À nouveau, le fait de manger l'illumina et il commença à manger également les pommes tombées par terre. Il en mangea une, puis deux, puis quatre, et il ne s'arrêta pas là. Il fit même honneur au plat, même si c'était un arbre, il ne resta plus aucun fruit. Il loucha par la suite sur les pommes de l'arbre, néanmoins bien trop hautes. Alors, Andrzej secoua le pommier de toutes ses forces, et un fruit tomba par terre. Quelque peu hébété, Suki se déplaça finalement à l'endroit où la pomme était tombée, et la goba avidement. Il n'avait pas vraiment de dents. Sa mâchoire était composée d'un pli dur et assez large, comme des coussinets, qui lui permettaient de broyer les pommes avec facilité. Andrzej se demanda si Suki avait encore faim. Il avait déjà beaucoup mangé. Suki posa son cou contre le tronc de l'arbre et émit un léger cri plaintif. Andrzej se laissa convaincre que ce n'était pas suffisant. Le pommier suivant n'était qu'à quelques mètres. Suki restait autour du premier pommier. Il regardait les fruits hors de portée. Mais c'est Pops qui débloqua Suki. Il ne semblait pas trop comprendre que la centaine de pommiers du verger étaient garnis de pommes accessibles. La chienne prit dans sa gueule une des pommes par terre provenant du pommier suivant et la montra à Suki pour qu'il puisse le guider vers son second repas. Ce n'est que quelques arbres plus tard que Suki sembla vraiment rassasié. Il laissa tranquilles les dernières pommes et le trio se dirigea vers le bosquet abrité du léger vent et de la lumière. Il fut décidé de faire la sieste. C'est Suki qui trouva un endroit avec de la mousse et des fougères qui sembla lui convenir. Il s'affala dans la verdure. Andrzej récupéra une des couvertures de sa cabane et il se blottit près de Suki avec Pops à son côté, lové. Durant ce sommeil, le trio s'accordait dans la respiration, dans le calme. Il fallait tout de même se réveiller. Andrzej, embué de sommeil, ne marqua pas vraiment de différence, bien que la morphologie de Suki ait encore quelque peu changé. Sa peau s'était épaissie. Un début de plaques comme des écailles se développait au niveau de ses épaules, dans le haut de son dos et près de son cou. Ses pattes n'avaient plus aucun trait canin ou lézardien, mais ressemblaient plutôt à celles d'un éléphant. Sa queue s'était transformée et allongée. C'était une dizaine de boudins. Elle devait peser un sacré poids. Bien qu'au réveil, Suki s'étira à la manière d'un chat et fut en mesure de la soulever jusqu'au-dessus de son dos. Il était musclé. Il fallut se presser pour rentrer au ranch. La nuit n'allait pas tarder à venir. Suki était très content, tout allait bien. Les pommes, les jeux et la sieste l'avaient mis de bonne humeur. Il trottait avec Pops et Andrzej. Bien que sa queue frotte le sol et le laboure quelque peu, il charriait de la poussière et des bouts de bois. Cela ne semblait pas le gêner. Andrzej se dit que cette espèce animale pourrait servir dans les fermes. Pourquoi personne ne les avait domestiqués, se demanda-t-il. Une fois arrivé au ranch, Andrzej eut l'intuition que Suki préférait peut-être dormir dans la grange plutôt que dehors. Pops avait sa niche, mais dans la grange il y avait du foin. Il était à l'abri du vent et de la pluie, ce serait peut-être plus adapté, à condition que Suki ne mange pas le foin. C'était pour les vaches. En installant Suki, celui-ci ne sembla pas être intéressé par cette ressource au niveau alimentaire. Cependant, il vida complètement un des abreuvoirs
et à nouveau, un nuage de gaz bleuté s'échappa de quelques pores ou trous de sa peau de son dos. Andrzej rajouta de l'eau dans l'abreuvoir jusqu'à ce que Suki soit complètement désaltéré. Grandement mis en retard par ses ajustements, Andrzej supputait que cela allait barder, mais il n'en fut rien. Ses parents étaient avec d'autres adultes à discuter, tantôt de vive voix, tantôt au téléphone, et finalement personne ne fit attention à lui. Tant mieux. Andrzej s'endormit en rêvant à tous les jeux qu'il pourrait faire demain avec Pops et Suki, et il ne put aller très loin avant que le sommeil ne l'atteigne. Le réveil fut brutal. Il entendit la voix de son père, il chahutait fort, au rez-de-chaussée. « Le verger a été dévasté !» Instantanément, Andrzej pensa à Suki. Mais pourtant, il n'avait mangé que quelques pommes. Ce n'était pas dramatique. Il sauta du lit et s'habilla à moins de 2. Il découvrit son père affolé au téléphone. Désastre. Les serres sont sans dessus dessous et le verger a été ravagé. Une idée traversa Andrzej. Ne serait-ce pas une fringale nocturne de Suki ? Aïe aïe aïe, ça va barder, pensa Andrzej en courant à travers ses parents pour aller dehors. Sans trop savoir où aller, Andrzej entendit un son lointain. C'étaient les vaches qui mugissaient de terreur. Il courut alors dans cette direction. Il découvrit le troupeau affolé tout au fond du champ, près de la clôture, et au milieu se trouvait une masse énorme et mouvante qui buvait dans l'abreuvoir. Andrzej mit une bonne seconde avant de comprendre qu'il s'agissait de Suki. Il était devenu gigantesque. Il ne rentrait sans doute plus dans la grange alors qu'elle mesurait 6 mètres. Suki, quant à lui, cherchait vainement les derniers litres. Il releva finalement la tête et plusieurs secondes après, il aperçut Andrzej. Il commença à mugir doucement en levant les pattes avant de joie, ce qui par la même occasion détruisit la barrière derrière lui ainsi que l'abreuvoir à côté de ses pattes. Cela fit également une petite secousse lorsqu'il reposa ses pieds. C'était extrêmement impressionnant. Pourtant, cela ne faisait pas peur à Andrzej, qui s'approcha un peu de lui, et Suki baissa la tête et se laissa caresser. Andrzej posa ses mains sur son museau, et à ce contact, Suki s'illumina et des zébrures multicolores et argentées traversèrent son dos et son corps dodu. Sa queue avait continué son évolution, elle était balèze maintenant, mais elle n'avait rien à voir avec celle d'un animal ordinaire. Elle était aussi large qu'une voiture. Sa structure bossue était toujours présente. Elle était constituée de plusieurs tonneaux mis bout à bout. Ainsi, quand Suki se déplaçait, on aurait dit un rouleau compresseur. Il suivit Andrzej et il lui ouvrit le portail et ils arrivèrent sur le côté gauche du ranch. Les parents, sur le perron, tombèrent nez à nez avec la créature. Bouche bée, ahuris, hébétés et sans voix, ils désignèrent du doigt l'animal qui dépassait presque la maison, aussi bien en hauteur qu'en longueur. Qu'est-ce que c'est bégaya le père d'Andrzej. Je vous en avais parlé, c'est Suki, c'est mon dinosaure dit-il naturellement en souriant à l'animal. Heureusement, Suki restait paisible et personne ne paniqua malgré le choc. À la demande d'Andrzej, sa mère commença à filmer d'une main tremblotante et détailla l'animal avec notre héros comme présentateur. Le père d'Andrzej appela divers services d'urgence. La situation se compliqua légèrement quand Pops agita la balle de tennis devant Suki. Il commença à danser et frétiller, comme s'il allait bientôt jouer. L'espace était confiné. Il n'y avait pas autant de place à cet endroit, et Suki commença à exploser plusieurs pots de fleurs, pendant qu'un de ses coups de queue désaxa la roue arrière d'un tracteur stationné. Andrzej se saisit de la balle de tennis de Pops et guida habilement Suki dans le champ devant le ranch, accompagné de Pops et de sa mère. Avançant pas à pas, Suki laissait des empreintes démesurées dans le sol boueux et meuble. Ils jouèrent un moment dans le champ. Suki était docile. Il comprit même qu'Andrzej voulait qu'il se couche et, malgré les récriminations de sa mère, Andrzej monta sur le dos de Suki. Il pouvait facilement se tenir sur les écailles. Et sur le toit du monde, Andrzej rit beaucoup. Il était si communicatif que Suki vibrait et sautillait pour le plus grand bonheur d'Andrzej. Le nombre de spectateurs grandissait. Le shérif et plusieurs voisins étaient déjà là. La scène aurait pu continuer longtemps entre cet enfant et la créature curieuse, gaie et légèrement benée, mais un grand nombre de véhicules kaki, toutes sirènes hurlantes, arrivèrent dans la propriété. Cela eut un effet immédiat et Suki se cabra et agita la tête à plusieurs reprises. Ces sons étaient angoissants pour lui. Heureusement, Andrzej n'était plus sur son dos à ce moment-là. La peur gagna Suki et il rua dans les brancards alors que les bruits stridents des sirènes augmentaient. Il mugit en agitant la tête et se mit à courir vers les bois. Au début, sa démarche était incertaine et sa taille ne lui permettait pas d'avoir des pas très rapides,
mais l'allonge de ses jambes lui donnait suffisamment de vitesse, et il gagna la forêt, alors que le dernier véhicule militaire abandonna la poursuite. Ils avaient capté différents clichés de l'animal, et la chaîne d'information suivit son œuvre, si bien que l'heure suivante, un camp opérationnel vit le jour près du ranch et le général Harper arriva en hélicoptère. Il était l'un des plus jeunes généraux de l'armée, il avait déjà fait face à de nombreuses situations et ses choix décisifs avaient permis de trouver des solutions optimales. Son ordre de mission était de définir la nature de l'animal, estimer sa dangerosité et éviter les pertes humaines. Dès son arrivée, il fit une entrevue avec le régiment sur place et avec l'aide des témoignages, des premiers clichés et des empreintes sur le champ, il comprit directement qu'il s'agissait d'un cas spécial. La nuit était en train de tomber, une escouade de pilotes de drones fut dépêchée et une équipe fut lancée sur les traces de Suki. Il était plutôt aisé de suivre ces traces. L'analyse du terrain satisfaisait le général. Des champs, des bois et des fermes entouraient la bête. Pourtant, une voie nationale au nord-est pourrait poser problème. De nombreux véhicules y circulaient à vitesse élevée. Le contact avec Suki prit moins d'une heure. C'est un drone qui le repéra. Grâce à ses caméras infrarouges, on ne pouvait pas le louper. La créature avait le sang chaud et sa température interne était très élevée à certains endroits de son corps. Suki était dans une clairière et il croquait des arbrisseaux. Cependant, cela ne semblait pas lui convenir. Il goûtait ce qui passait à portée et reniflait le sol sans être vraiment convaincu, puis il se déplaçait un peu plus loin et recommençait le même schéma. Le bataillon au sol suivait à distance. Au petit matin, l'animal avait parcouru un peu de distance et il avait sans doute légèrement grandi. Les drones militaires faisaient des tours de garde afin de garder le contact avec l'animal, tout en filmant. Celui-ci faisait tomber des arbres méthodiquement, comme durant la nuit. Il les reniflait, un peu partout, puis il en mangeait une partie. Mais pour un observateur averti tel qu'Andrej, c'était autre chose. Quand il eut l'autorisation de regarder les images quelques minutes, il comprit ce qu'il se passait. Il expliqua au général que Suki avait simplement soif. Et cette observation obtint du crédit, car un peu plus loin, Suki s'arrêta sur un ruisseau. Ce n'était qu'un filet d'eau, très fin. Mais il gratta avec ses pattes et tenta, sans grand succès, d'en boire une partie. Il continua sa route, penaud, comme peut l'être un dinosaure de plus de 10 mètres de long. Le général, quant à lui, lança l'opération Abreuvoir. Avec tout l'aplomb nécessaire, il appela le gouverneur pour expliquer qu'il devait barrer la route nationale afin de laisser passer un animal, un dinosaure. En effet, un petit lac était situé plus au nord. Il fallait réussir à guider l'animal. Le plan était de faire traverser la bête et de la guider à l'aide d'un camion de pompiers aspergeant la route d'eau jusqu'au réservoir. Il était possible de réaliser une battue et de contraindre la créature de se diriger vers une zone. Cependant, ce plan pouvait rendre la créature hors de contrôle. D'après Andrej, ce plan ne nécessiterait qu'une balle de tennis en grand format. C'était tentant. Les documents vidéo laissaient penser que la présence de cet enfant stimulait et rendait paisible Suki. Petit matin, armés d'une balle jaune, Andrej et Pops, accompagnés d'un peloton militaire, se présentèrent devant Suki. Celui-ci semblait légèrement hébété, comme fatigué. Pourtant, il reconnut Andrej et répondit par un petit cri au jappement de Pops. Il fallut tout de même un moment pour qu'Andrej arrive à faire jouer Suki. Lorsqu'il passa en mode jeu, sa tête s'alluma et il commença à se réveiller réellement. Ainsi, par jeu, Andrej guida Suki jusqu'à la zone suivante. Lorsqu'ils traversèrent la voie nationale, de nombreux automobilistes arrêtés très loin sortirent tout de même de leur voiture pour observer ce monstre de la nature qui jouait au tennis. Suki fut légèrement mis en difficulté par la montée, et il endommagea la voie et les barrières avec ses pattes et son poids. Sur le chemin suivant, les occupants crispés du camion de pompiers commencèrent bien trop tôt à s'éloigner en envoyant de l'eau à Suki, bien qu'il ne regardait pas. Il fallait plusieurs tentatives à Andrej. Finalement, en montant sur le camion, il put avoir l'attention de Suki. Les pompiers aspergèrent ses pieds, et celui-ci regarda entre ses pattes sans comprendre ce qui se passait. Mais il se mit en marche à la suite du véhicule. D'abord tout doucement, puis à vitesse de course. En peu de temps, ils arrivèrent au lac. Le camp de base militaire était déjà positionné en surplomb, et Suki vit la surface du lac, mais il restait proche d'Andrej. Ce n'est que lorsqu'Andrej sauta du camion et se dirigea vers l'eau que Suki comprit que tout allait bien. Il s'avança alors vers les flots de son propre chef. Il ne s'agissait pas vraiment d'un lac. C'était une grande retenue naturelle d'environ 1 hectare. Suki manifesta sa satisfaction et entra dans l'eau en jappant couinant, comme avant, avec enthousiasme.
Puis, alors que ses 4 pattes étaient dans l'eau, il se mit à boire. Il but longtemps. Il généra à nouveau des échappements bleutés de son dos alors qu'il se désaltérait. Il revint finalement sur la berge et sembla hébété. Tournant le cou dans diverses directions, il s'avança près d'une remontée, toujours accompagné d'Andrej et de Pops, où il commença un travail de terrassement avec ses pattes, avant de s'allonger et de se lever comme un chaton. Le général Harper était satisfait, mais le plus dur restait à faire. Il engagea la recherche d'alimentation de la bête, fort heureusement végétarienne. Un créneau d'approvisionnement fut mis en place et de petites montagnes de pommes, de légumes et autres fruits furent disposées. Le pari était d'installer Suki à cet endroit afin qu'il n'impacte pas la vie et les installations humaines. Cependant, bien que l'opération soit sous le commandement du général, il fallut le déploiement de plusieurs unités supplémentaires ainsi que le concours des policiers locaux pour que le périmètre soit sous contrôle. Déjà, des drones civils venaient piquer des clichés de la bête. Suki avait déjà des fans et pas qu'au niveau local. Au fait du commandement, le président lui-même était intéressé personnellement par cette histoire de dinosaure. Partant d'un principe que son intérêt était certainement celui du peuple, ce dinosaure devait trouver son public. Une équipe de télévision fut autorisée à filmer. Un peu avant l'aube, le dinosaure était une star. Les présentateurs riaient et faisaient des pronostics afin de découvrir par quel aliment Suki commencerait son déjeuner et s'il finirait tous les plats, car selon eux, il y en avait déjà beaucoup. Andrej fut autorisé par son père à rester avec les militaires. C'était selon lui une bonne expérience. Il pouvait donner son avis, mais devait respecter les ordres. Fort de son expérience, Andrej expliqua que malgré la douzaine de piles de nourriture, il en faudrait plus. De l'approvisionnement était en réserve. Pour ne pas risquer de réveiller la bête durant sa nuit, les victuailles étaient amenées par une chaîne humaine, et cela n'était pas très rapide. En quelques heures, la quantité acheminée fut tout de même énorme. Un peu après le lever du jour, Suki commença à s'agiter légèrement. Sa tête embrumée se redressa et il commença à se lever. Il était toujours pâteau. Au bout de 2 minutes, sur ses pattes, il s'avança vers les monticules des fruits et de légumes, sous les yeux ébahis des caméras qui patientaient depuis des heures. Bien que positionné à une 50aine de mètres en surplomb, il ne ratait rien du spectacle de la star Suki. Celui-ci, en découvrant son déjeuner, commença à se dandiner et dodeliner de la tête. Il sauta légèrement sur place plusieurs fois. Il n'y avait aucun doute, il était content. Comme une machine bien huilée, il commença à manger des choux, puis des pommes, puis des aubergines, puis des carottes. Un militaire observa qu'il faisait des bouchées de l'ordre de 50 à 100 kilos de nourriture. Suki devient une idole lorsqu'il mangeait car au niveau de sa coloration, il caracolait dans le multicolore. Le public se rendit compte que c'était les émotions de Suki qui se transformaient alors qu'il mangeait plutôt que les aliments en eux-mêmes. À cet instant, Suki communiquait sa chance et sa joie. Il arrivait de faire de petites pauses pendant lesquelles il bougeait sa queue en avalant. Un caporal vint faire un rapport urgent au général. Suki émettait depuis qu'il avait commencé à manger un taux croissant de radioactivité. Le niveau était bas, mais il augmentait légèrement. Cela pouvait s'avérer dangereux. Ainsi, un protocole de sécurité fut mis en place si jamais cet état changeait. Après avoir terminé ses pastèques, Suki s'attaqua aux piles d'oranges et de citrons. Au premier abord, il procédait de la même façon, en enfournant de grandes portions. Après quelques bouchées, il dut sentir l'acidité. En tout cas, c'est ce que disaient les observateurs, et Suki se recroquevilla sur ses pattes et tremblota un instant avant de se grandir. On aurait dit que la moutarde lui était montée au nez. Cette fois, un gaz doré et violet s'échappa du milieu de son dos. Ce nuage était dense, presque opaque. Le vent était léger, une petite brise propagea ce nuage vers l'extérieur du camp, sur la partie forestière. En l'espace de quelques minutes, la situation changea, car un, puis 2 écureuils se dirigèrent vers Suki. Ils étaient très excités et ils montèrent sur sa queue, puis sur son dos. Pendant que ces animaux faisaient le spectacle en cabriolant, d'autres arrivèrent provenant de la direction du nuage. Ceux-là n'étaient pas excités, mais ils avançaient vers Suki, comme hypnotisés. Un hérisson, une biche, des oiseaux, un renard, des souris, des mulots et bien d'autres. 2 militaires, les bras ballants, le regard vide, entourés de ces animaux, s'avançaient tout doucement vers Suki. Ils restaient en place, à l'orée, à une 30aine de mètres de l'animal. Les 2 militaires sortirent de cet état comme d'un rêve agréable dont ils ne pouvaient se souvenir. Et il en fut de même pour les animaux. Au bout de quelque temps, l'effet se dissipa et ils repartirent dans la forêt. Suki, quant à lui, passa sa journée à patauger dans l'eau.
Parfois, il allait vers le centre du lac où il s'immergeait totalement. Il ne semblait pas vraiment avoir besoin de respirer, ou alors il arrivait à garder son souffle des heures durant. Mais durant une de ces immersions, soudainement, il surgit hors de l'eau sur ses pattes arrière. Il se grandit. Son corps frémissait et sa tête se secouait. Au bout de quelques secondes, il lança un tonitruant éternuement et de sa narine droite sortit un poisson énorme, une carpe express volante. Le poisson fut éjecté à une vitesse folle et Suki replongea tranquillement dans l'eau après cela. Subissant une pression forte de la part des curieux, des populations et aussi des premiers fans, un cordon de visite fut mis en place, où il était possible de voir le lac et la créature. Les plus chanceux arrivèrent lorsque la baignade terminée, Suki mangea quelques mètres cubes de fruits et de légumes, et il se passa également un petit événement qu'observa directement le commandant Harper. Bien qu'un contrôle strict des visiteurs ait eu lieu, l'un d'entre eux émit une sonnerie, et durant le laps de temps où l'air polyphonique retentit, Suki sembla prêter l'oreille, intrigué. Fort heureusement, après la baignade, Suki n'était plus dangereux. Il n'émettait plus de radiation, et afin de faire des tests, une petite quantité d'agrumes fut distribuée, car de nouvelles personnes étaient arrivées, des biologiques et des scientifiques qui avaient commencé à analyser Suki. Ils trouvaient chaque minute une nouvelle idée sidérante à son propos. Le colonel avait cependant besoin de générer du lien avec cette créature. Il fallait pouvoir le guider afin de poursuivre la mission, qu'il n'y ait pas d'accident. Plus que le nourrir, l'objectif était de créer une relation comme il avait pu le faire avec cet enfant. Suki mesurait maintenant plus de 10 mètres de haut et 40 de long. Il devait peser au bas mot 200 tonnes. S'il partait en panique, il n'aurait d'autre choix que d'abattre cette créature étonnante. Il fallait trouver une autre solution. Il décida de tenter quelque chose, et il fit installer des enceintes alors que Suki dormait. À son réveil, lorsque Suki commença son petit déjeuner, le colonel lança la musique sous les yeux et les oreilles de centaines de millions de téléspectateurs en direct. Suite à la conversation de son état-major, Beethoven fut sélectionné, l'Aude à la joie. Après quelques notes, Suki sembla s'électriser. Il fut stoppé net dans son ingestion et commença à se rapprocher des enceintes. Il se positionna devant lorsque le refrain commença. À ce moment-là, il fut sonné. Il commença tout simplement à danser, quelque peu malhabile et un peu décalé, mais il bougeait sur la musique. Son corps entier s'illuminait, il était méga content. L'extrait se termina trop rapidement cependant et l'expérience était un test. Il n'était pas vraiment prévu à ce moment de jouer tout un opéra. Une fois la musique passée, le silence revint et Suki fut quelque peu tristouné. Il donna un petit coup de nez dans l'enceinte silencieuse, puis il reprit ses activités, mangeait et se baignait. Les analystes notèrent tout de même des anomalies alors que Suki dansait. Des vapeurs s'étaient échappées à quelques endroits sur ses flancs. Elles étaient froides, gelées même, alors que le corps de Suki devenait plus chaud, notamment vers l'arrière de son corps. Ces données n'avaient pas vraiment de sens, elles changeaient parfois du tout au tout et affichaient une température extrême. Il était compliqué l'animal. Suki comprenait une chose simple, la musique. Et lorsqu'en rentrant de baignade, il se retrouva devant une scène construite pour lui, avec un orchestre qui jouait pour lui, ce fut une véritable révélation. Il fallut néanmoins donner le change car 3 musiciens prirent la fuite lorsque Suki s'approcha d'eux au début, 2 choristes s'évanouirent. Le reste n'en menait pas large et pourtant la magie opéra. Unis par la musique, leur prestation fut à la hauteur et durant près de 2 heures, le monde connut le premier dinosaure mélomane. Bien qu'il comprenne que la musique soit finie et que la nuit tombait, Suki semblait habité par cette expérience. Il bougeait la tête droite à gauche en cherchant sans chercher, en se rappelant la musique. Il pouvait faire quelques pas et mouvements en rythme. Andrej eut l'autorisation d'aller à sa rencontre avec Pops et Suki le reconnut très vite. Il mit sa tête près du sol et Andrej put le caresser un instant. Il était vraiment trop grand maintenant pour grimper sur son dos. Néanmoins, il était sensible. Et on aurait dit que Suki sembla essayer d'expliquer par ses mouvements à Andrej son expérience de la musique. Dans la suite de la soirée, Suki sembla faire des tests alimentaires.
car il dévora quelques arbres alentours, ainsi que plusieurs cailloux. Enfin, c'était plutôt des rochers. Cela amena diverses questions qui furent toutes oubliées, car au milieu de la nuit, Suki commença à trembler. Son corps vibrait et surtout il s'illuminait, endoré sur la partie de son dos, mais l'arrière de son corps se mit à pulser une lumière phosphorescente. Le phénomène ne dura que quelques minutes et il s'interrompit brusquement. On découvrit alors des cadeaux. Derrière Suki se trouvaient 3 formes ovales. Elles furent rapidement prises en charge par les scientifiques. Dans les jours suivants, concert après concert, Suki pondait ainsi régulièrement des œufs. Ces productions posèrent de nombreux problèmes car on ne savait pas à quoi elles servaient. Ce n'étaient pas vraiment des œufs de dinosaures, ces ballons étaient percés d'un petit trou d'où s'échappait un filet de gaz argenté et bleu, et ils contenaient un liquide noirâtre qui avait les propriétés métalliques et hydriques. Mais cela ne s'arrêtait pas là, il était à la fois chaud et froid, ce qui était en soi un casse-tête pas croyable. Une solution arriva, tout au moins un usage fracassant fut établi de façon convaincante. À la suite du transfert des premières vidéos d'Andrej, ils apprirent que c'était des pommes que Suki mangea en premier. Dans le laboratoire de recherche biologique militaire, on testa à l'intuition. En conditions de laboratoire, on versa quelques gouttes de liquide provenant des œufs sur un pépin de pomme. Le résultat est simple, il faut reconstruire le laboratoire. À la suite du contact, un pommier se mit à pousser. Son rythme de croissance était d'environ d'1 mètre, toutes les 5 minutes. Il faisait près de 50 mètres de haut en quelques heures, et lorsque ses racines atteignirent l'eau du sous-sol, sa croissance doubla encore. Il mesurait le lendemain près de 300 mètres de haut, mais heureusement, il semblait avoir fini de grandir, pas plus d'1 mètre par jour. La taille de son tronc était d'environ 40 mètres de diamètre. En quelques jours, des pommes garnirent les branches qui ployèrent sous les fruits de 10 à 15 tonnes. Finalement, une première pomme tomba. Elle s'abîma quelque peu en tombant et des éclats de ce fruit furent mangés par les populations locales. Il apparut après ingestion qu'il fallait attendre entre 36 et 48 heures après la tombée des fruits pour les manger, car sinon l'effet d'étourdissement, de vide, pouvait se déclarer, associé à une sensation euphorisante. Il s'agissait sans doute du même effet qu'avait provoqué Suki avec son panache violet. La seconde pomme fut directement livrée à Suki. Évidemment, il en redemandait. Bien vite, les jours se mirent en place. Il devint un honneur planétaire de jouer pour le dinosaure. En échange de musique, un engrais d'une puissance incomparable se répandit sur Terre, et il devint par exemple possible de trouver des quartiers de clémentines de 500 litres au marché. La démesure de certains fruits ou légumes les rendait intransportables. Un agriculteur construisit un hôtel de 100 chambres dans une citrouille. Des noix de coco permettaient de créer du bois de construction simplement dans l'épaisseur des coques. Il y en allait ainsi pour tout type de produits. Il y eut des incidents cocasses, comme un plant de fraisier qui s'étendit sur 260 km. De plus, cette production hors norme, ces fruits et légumes, était également source de bien-être. Ils contenaient plus que simplement de l'eau, du sucre et des nutriments. Ils soignaient le cœur et purgeaient les corps qui n'allaient pas. Ces arbres changèrent l'environnement ainsi que la façon de vivre des habitants. Provenant de la musique, cette nouvelle nature généra le meilleur alcool qui fut et les fêtes allèrent bon train dans des concerts épiques. Le mystère Suki continue de grandir. Bien que nous nous en prenions un peu plus chaque jour par l'étude de ses œufs, nous ne savons pas s'il pourra se reproduire un jour. Cependant, la nouvelle d'un autre animal est arrivée à la direction du journal. Une de nos équipes est dépêchée sur place. À très bientôt.